Alors, on va donner la parole à Adrien Msika qui est en visio, hein, parce qu'il est à Lyon. Puis en plus, je crois qu'il passe une thèse là en fin de journée. Alors, pour un travail qui s'appelle FCYR3A, Polymorphism Influences Natural Killer Cell Activation and Response to Anti-PDL1, Avelumab, ça doit être de l'immunothérapie à mon avis, in gestational trophoblastic neoplasia. Vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez lancer votre présentation, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Est-ce que ma présentation est visible? On vous voit, on vous entend. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Merci à l'Académie nationale de chirurgie. Merci à tous les membres de bien avoir voulu accepter ma participation en visio. Donc, je m'excuse aujourd'hui. C'est ma thèse d'exercice qui a lieu dans 3 heures à Lyon. Et donc, je ne pouvais pas être présent. Et voilà, j'espère que ma présentation en visioconférence aura autant d'impact, puisque je sais que quand on est à distance, c'est toujours difficile de garder l'intérêt de la présentation. Et je voudrais commencer cette présentation par ce chiffre 4,5, c'est le risque relatif de présenter une pathologie hématologique secondaire type leucémie après le protocole de chimiothérapie qui est utilisé actuellement pour les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Donc moi je m'appelle Adrien Psica, je suis interne à Lyon et j'ai réalisé ce travail dans le cadre d'un Master 2 encadré par les professeurs Pierre-Adrien Bolz et Alice Koenig. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une maladie trophoblastique gestationnelle? Eh bien, il s'agit d'une entité qui regroupe deux pathologies différentes. La molle hydatiforme, qui est une prolifération des villosités du placenta, donc qui survient après une grossesse. Et cette molle hydatiforme peut aboutir dans 1 à 10 à 15% des cas en une tumeur trophoblastique gestationnelle. Alors, si on s'intéresse un petit peu à l'incidence de cette pathologie, c'est environ une molidatiforme pour 1000 grossesses dans les pays occidentaux, aux USA, en Europe et au Japon. Et on a une incidence qui est relativement plus élevée en Asie, notamment en Indonésie et à Taïwan. Et les autres chiffres d'incidence sont quelque peu discutables. Toujours est-il, l'incidence est stable depuis au moins les années 2000, comme a été décrit en 2016 dans Genical Oncol, l'incidence de cette pathologie. Si on s'intéresse maintenant au pronostic de cette pathologie, vous voyez sur ces courbes de survie qu'elle dépend de ce qu'on appelle le risque, le score FIGO, entre 7 et 12, plus que 13 ou carrément les bas risques. Et on voit que les patientes qui sont donc en haut de cette courbe de survie, ici, ont une très bonne probabilité de survie. Environ 95% des patientes seront encore en vie à 5 ans. En revanche, ce n'est pas le cas pour les patientes qui présentent des maladies à haut risque. Et ces pathologies peuvent donc être assez sévères et, on le rappelle, chez des patientes à la suite d'une grossesse, donc plutôt en âge de procréer. Donc les stratégies de traitement actuelles sont basées sur ce fameux score FIGO qui comprend l'âge de la patiente, le taux d'hormone HCG, le délai entre la grossesse et l'apparition de la tumeur trophoblastique et sont donc soit traités par une monochimiothérapie, soit par une polychimiothérapie EMACO dont je vous citais un des effets indésirables en début de présentation. À savoir que l'hystérectomie est également une possibilité chez ces patientes-là, notamment en cas de tumeur à bas risque, chez les patientes évidemment ayant accompli leur désir de fertilité et de grossesse. Ce qu'on voit apparaître sur cet algorithme de traitement, c'est bien évidemment la résistance et la toxicité dont on a parlé. Donc finalement, on a un besoin de traitement innovateur, avec des meilleurs profils de tolérance pour ces pathologies qui, oui, sont rares, mais atteignent des patientes qui sont jeunes. On s'est donc intéressé à PDL1. Vous savez que l'immunothérapie est à la mode dans beaucoup de cancers en ce moment. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas dans les tumeurs trophoblastiques. Et il se trouve que le trophoblaste, donc le placenta, exprime fortement PDL1. Ici, vous voyez une coupe en immunohistochimie avec un marquage anti-PDL1 et on voit une forte expression sur toutes les villosités, qui est l'entité clinique de base du placenta. On voit ici une villosité, une autre ici, avec un marquage PDL1 qui est net. Évidemment, les tumeurs trophoblastiques gestationnelles qui sont à la base du placenta expriment également PDL1.
Et donc, cela a fait partie du rationnel pour le développement d'un essai clinique à Lyon, à Paris et dans 12 centres en France au total, qui s'appelle l'essai Trophimin, qui a été réalisé entre 2017 et 2020, proposant de l'avelumab, un anti-PDL1, aux patientes qui ont une résistance au traitement de première ligne. Donc, soit une monochimiothérésistance, soit une polychimiorésistance. Je vous montre ici les résultats de cet essai. Eh bien, c'est assez satisfaisant car plus de 50% des patientes étaient guéries sous anti-PDL1 et n'avaient donc pas besoin de recourir à une chimiothérapie. 53% exactement. Le profil d'effets secondaires est tout à fait favorable, avec majoritairement des effets de grade 1 et très peu d'effets de grade 2, pas de grade 3, et une préservation qui est tout à fait conservée, puisque depuis cet essai, eh bien, 7 patientes ont pu tomber enceintes au décours de leur maladie. Alors, évidemment, 53%, ça veut dire que 47% des patientes n'ont pas été traitées, et donc il y a un réel besoin d'outils pour prédire l'efficacité des anti-PDL1 dans le contexte des tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Alors, comment les anti-PDL1 fonctionnent-ils? Je pense que on a pas mal vu ce schéma, maintenant que l'immunothérapie se développe de plus en plus. On a des anticorps, donc là, qui sont des anti-PDL1, qui vont venir se fixer sur PDL1 qui est sur la tumeur, et empêcher l'interaction entre PDL1 et PD1, qui est à la surface du lymphocyte TCD8. Pour certaines raisons immunologiques, les lymphocytes TCD8 ne sont probablement pas impliqués dans les mécanismes des anti-PDL1 dans les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, et donc on s'est intéressé à une autre population qui sont les lymphocytes NK. Ces derniers, les natural killers, peuvent être activés avec l'interaction entre cette portion de l'anti-PDL1 qui s'appelle le fragment FC pour Crystallizable Fragment et le récepteur sur la surface du NK qui porte le nom barbare de FC gamma R3A. Cette activation aboutira à la libération de perforines et de granzymes dans l'espace péritumoral et donc à la mort de la cellule tumorale. Nous avons essayé de montrer que ce mécanisme d'action est un mécanisme d'action des anti-PDL1 dans les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, du moins in vitro. Nous nous sommes donc placés dans des conditions expérimentales que je vous montre ici sur ce petit panel de droite. Nous avons utilisé des lymphocytes NK de donneurs sains et des tumeurs, une lignée cellulaire de choriocarcinome, qui est un type de tumeur trophoblastique gestationnelle et qui est bien sûr recouvert de PDL1. Ici, nous avons notre condition expérimentale contrôle négatif et nous regardons ici l'activation des lymphocytes NK par deux marqueurs, CD107A et interféron gamma. Nous sommes également intéressés de l'autre côté à la viabilité de la cellule tumorale. Ici, dans le contrôle négatif, la viabilité est à 4, c'est un seuil que nous avons fixé artificiellement. Lorsqu'on ajoute un anti-PDL1 ici, donc nous sommes dans notre première condition expérimentale, eh bien on voit une nette augmentation des deux marqueurs d'activation de lymphocyte NK. Nous avons donc pu conclure dans un premier temps à l'activation du NK avec la condition expérimentale anti-PDL1. Mais quand on regarde également la viabilité de la cellule tumorale, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une nette décroissance de la viabilité cellulaire. Vous voyez, on est autour de 2, et donc nous avons pu conclure à une lyse des cellules tumorales. Ces expériences nous ont poussé à tirer la conclusion que l'ADCC est un mécanisme d'action des anti-PDL1 dans le contexte des tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Mais vous allez me dire, finalement, est-ce que l'ADCC est un mécanisme d'action? Oui, non, mais qu'est-ce que ça change pour prédire l'efficacité? Eh bien, vous aurez raison, puisque le récepteur FC gamma R3A dont on parlait tout à l'heure, qui est donc l'élément important de l'ADCC, présente deux formes. Une forme de forte affinité et une forme de faible affinité. Et donc, nous avons émis l'hypothèse de ce que les patientes avec la forme de forte affinité ne seraient pas plus propices à répondre à l'immunothérapie. Nous avons réanalysé les données de l'essai Trophimin et nous sommes aperçus que 75% des patientes qui étaient sensibles aux anti-PDL1 avaient un récepteur de forte affinité. 57% les patientes hétérozygotes et seulement 40% pour les patientes qui ont un récepteur de faible affinité. Donc l'ADCC semble être un mécanisme prometteur, puisqu'à l'avenir, il pourrait nous aider pour la prédiction de l'efficacité de l'immunothérapie dans les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Ce travail a fait l'objet d'une publication qui a été publiée dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology en 2024. Je voudrais bien évidemment remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler, que ce soit au Centre international de recherche en infectiologie, au Centre de référence de maladies trophoblastiques et aux Hospices civils de Lyon. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez montré que finalement les traitements par immunothérapie chez ces femmes en période d'activité génitale n'avaient pas de conséquences particulières, en particulier sur la fertilité. Et c'est le cas de d'autres chimiothérapies, d'autres immunothérapies, pardon, Oui, tout à dans fait. ce sens. C'est une excellente question et on est sur le point d'une nouvelle publication parce qu'on a recueilli toutes les grossesses après toutes les immunothérapies, donc que ce soit avelumab ou pembrolizumab. Nous, c'est les immunothérapies qu'on a, enfin en tout cas les contrats qu'on a pu développer avec les laboratoires dans ces pathologies-là. Et on a l'impression, du moins, qu'il n'y a pas d'effet effectivement sur la fertilité puisque les patientes qui souhaitent tomber enceintes sont quasiment toutes tombées enceintes, environ 85%, et que les patientes qui ont eu des grossesses ont eu des grossesses qui se sont plutôt bien passées, qui se sont bien passées même. Il y a pas de pathologie particulièrement associée à l'immunothérapie. C'est une première puisque finalement l'immunothérapie jusqu'à maintenant elle était donnée plutôt à des patientes qui avaient accompli leur désir de fertilité. Donc c'est clairement la plus grosse cohorte qu'on a. On a au total 50 patientes qui ont eu des grossesses après immunothérapie. Donc c'est une très belle cohorte. Alors que la chimiothérapie, j'ai parlé ici des pathologies hématologiques secondaires comme la leucémie, mais j'aurais pu parler de la ménopause précoce. C'est à peu près 36% des patientes qui auront une ménopause précoce après le protocole hémaco quand même, hein. Donc ça change pas mal. Mm. Vous nous aviez récusé du coup la piste de CD8 en début de communication. Est-ce que, selon vous, il y a potentiellement d'autres mécanismes, d'autres cascades qui pourraient expliquer cette action d'anti-PDL1? Ouais, bah, en fait, c'est une très bonne question. J'ai pas, par faute de temps, j'ai un peu donc omis cette diapositive-là. Si on se rappelle un peu les fondements d'immuno, les lymphocytes TCD8 doivent se faire activer par la présentation d'un peptide par une molécule HLA de classe 1. Et il a été pas mal prouvé qu'en fait, dans les tumeurs trophoblastiques, eh bien, il n'y a pas d'HLA de classe 1. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pense que les CD8 sont probablement moins impliqués que dans les autres tumeurs dans lesquelles il y aura de toute façon une dégradation du signal HLA de classe 1. Mais là, même le tissu physiologique n'exprime pas les HLA de classe 1. Il y a aussi très peu d'HLA de classe 2, donc l'impact des CD4 est probablement mineur, mais après on a des pistes sérieuses pour l'implication des monocytes macrophages et de la présentation éventuellement à des structures lymphoïdes tertiaires. Mais ça reste pour l'instant seulement des pistes et des perspectives immunologiques. Et une question. En attendant, moi je vous pose juste ma dernière question. Ouais. Vous avez testé le choriocarcinome. Vous envisagez de tester d'autres types de tumeurs trophoblastiques? Ah, oui. Euh, Là, pour l'instant, en fait, on travaille sur des lignées cellulaires et malheureusement, dans les lignées cellulaires, on fait avec les lignées qui sont disponibles et il y a très peu de lignées disponibles pour les tumeurs trophoblastiques. Il y a seulement 3 lignées qui existent et toutes les 3 sont développées à partir de choriocarcinome puisque c'est de loin la tumeur la plus fréquente dans le spectre des tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Mais ça serait très intéressant de travailler sur les tumeurs qui sont plus rares comme les tumeurs trophoblastiques épithélioïdes ou les tumeurs du site d'implantation. Ouais. Ça serait effectivement des choses très intéressantes à faire, mais il nous faudrait des lignées cellulaires ou des modèles murins éventuellement, ce qui est imaginable également. Merci pour la Mais question. c'est un modèle thérapeutique qui a été, je ne sais pas s'il a été utilisé, mais très étudié pour les cellules urothéliales ou non? Le modèle de lignée cellulaire? Non, non, d'anti-PD1 etc. Ah oui, oui, bah, tout à fait. Ouais. L'ADCC, c'est donc ce mécanisme-là qui passe par les lymphocytes NK et l'activation par les anti-PDL1. C'est quelque chose qui a été très étudié d'abord dans le méningiome et ensuite, effectivement, c'est arrivé dans les tumeurs urothéliales il y a quasiment une dizaine d'années. Donc c'est un mécanisme qui est décrit, mais qui n'est pas forcément majoritaire dans les autres tumeurs dans la mesure où l'effet des lymphocytes CD8 est probablement très très puissant
et celui d'INK est probablement un petit peu plus léger, et donc probablement que dans les autres tumeurs où il n'y a pas de dégradation du signal HLA, la DCC passe en second plan, selon moi. Merci. On vous souhaite bon courage pour la suite de votre journée bien remplie. Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté en visioconférence.